Je m'appelle Spiridula Xanakostas. Je coordonne les activités de partenariat et de mobilisation de connaissances pour le CRIR. Donc, il nous fait un grand plaisir d'avoir parmi nous Pascale Dubois, orthophoniste doctorante en administration et évaluation en éducation et coordonnatrice du projet la transition école-emploi des jeunes adultes ayant un trouble développemental du langage. J'aimerais aussi vous dire que je vais donc assister donner un soutien par rapport avec les périodes des questions. Donc, il y aura donc 15 minutes qui sera consacrées à la fin de la présentation de Pascale. Et je vous invite de utiliser le chat. Donc, il y a donc l'option chat jusqu'au fond de votre écran. Donc, vous pouvez donc poser votre question à travers le chat et moi, donc, je vais donc aider Pascale avec, pour s'assurer qu'on va faire répondre à toutes vos questions. J'aimerais aussi vous dire qu'on va enregistrer cette conférence. Pourquoi? Parce que nous aimerions le diffuser sur le site Internet du CRIR. Alors, normalement, quand on va enregistrer quelque chose, une conférence par Zoom, on voit le document partagé. Et des fois, on peut aussi voir des images. Alors, si vous voulez pas être enregistré, je vous invite donc de fermer le vidéo option de Zoom. Alors, sans tarder, je laisse la parole à Pascale Dubois. Bon, bien, merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. Je suis vraiment très contente d'être ici aujourd'hui pour vous présenter notre projet de recherche qui porte sur la transition école-emploi des jeunes adultes ayant un trouble développemental du langage, mais encore plus spécifiquement sur le rôle de l'autodétermination et du soutien à l'autonomie. Merci à l'équipe du CRIR aussi de m'offrir cette opportunité-là dans cette période bien particulière. Je racontais d'ailleurs que mon ordinateur est mort hier, donc ça a été la course à aller en chercher un. Ceux qui ont expérimenté le magasinage là, en cette période de COVID, c'est pas évident, fait que j'apprécie encore plus de pouvoir être ici aujourd'hui pour vous parler de notre projet. Alors, le plan de la présentation, en fait, je vais débuter par vous exposer la problématique, c'est-à-dire qu'est-ce qui nous a amené à réaliser ce projet-là. Ensuite, je vais vous présenter les deux volets de notre projet, soit l'étude rétrospective ou l'étude longitudinale. Je vais aussi discuter des implications cliniques. Je crois qu'on a tant des cliniciens que des gens du monde de la recherche dans l'audience. Donc, je vais me pencher sur cette question-là aussi. Je vais terminer par une courte conclusion. Puis je vais vraiment garder du temps aussi pour répondre à vos questions et peut-être avoir là, une discussion sur le sujet si on a du temps. Alors, la problématique, d'où elle est partie, en fait, c'est quand on regarde la situation en emploi des personnes qui ont une incapacité au Québec, puis qu'on regarde le taux d'emploi des 15-34 ans, parce qu'on se penche vraiment sur la période jeune adulte, on a un écart déjà important en termes de chiffres de taux d'emploi. Donc, les personnes sans incapacité, on parle d'un taux d'emploi de 53,5 %, alors que pour les jeunes avec incapacité, on est à 29,1 %. Mais au-delà de cet écart-là chiffré, on a aussi un enjeu qui est par rapport plus à la qualité des emplois. En ce sens que les jeunes qui ont des incapacités vont avoir des emplois qui sont généralement précaires. Hein, donc, la sécurité n'est pas assurée, de faible niveau, c'est-à-dire des emplois qui vont demander un plus faible niveau d'études, et c'est des emplois qui sont peu rémunérés. Alors déjà, là, ça nous questionnait beaucoup. Puis, bon, étant orthophoniste auprès d'adolescents et de jeunes adultes, on s'est penché plus particulièrement sur les jeunes qui ont un trouble développemental du langage. Alors, depuis le consensus international de catalyse, on a une définition là, plus internationale du TDL. Et donc, le trouble développemental du langage, c'est un trouble qui se manifeste par des difficultés importantes sur le plan de la compréhension et de l'expression du langage. Et c'est des difficultés qui sont d'origine inconnue, donc qui ne sont pas liées à un TSA, une déficience intellectuelle, une déficience auditive,
Et les plus récentes données de prévalence, on parle là, de 7,58% des jeunes qui présenteraient là, un TDL. Et ces difficultés-là ont un impact qui est significatif sur le fonctionnement de la personne et ça sur différents plans. Mais quand on parle des jeunes adultes, on se penche plus particulièrement sur les impacts sur le plan scolaire et sur le plan de l'emploi. Donc, dans notre projet, on se penche vraiment sur une période de vie qui s'appelle la transition école-emploi. Il existe en fait plusieurs définitions là, dans la littérature, mais on en a choisi une particulièrement qui était plus parlante pour nous. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, c'est la définition de l'International Labour Organization qui présente la transition école-emploi comme le passage d'un jeune adulte de la fin de sa scolarisation jusqu'à son premier emploi. Mais ce premier emploi-là doit être au moins décent ou satisfaisant. Donc, satisfaisant, c'est-à-dire que la personne, elle se satisfait dans son emploi. Mais qu'est-ce qu'un emploi décent? Bien, c'est un emploi qui répond à ses attentes, qui a un salaire moyen qui est comparable au salaire des jeunes de son âge, qui offre une certaine sécurité d'emploi, qui offre des avantages sociaux. Donc, en fait, on ajoute vraiment une notion un petit peu de qualité, si on veut, à l'emploi que le jeune a. Puis pourquoi le ILO a choisi d'ajouter la décence et la satisfaction? C'est qu'en fait, ils disent, bien, si le jeune est en emploi, mais ce n'est pas un emploi décent, puis ce n'est pas un emploi qui est satisfaisant, bien, en fait, on ne peut pas dire qu'il a complété sa transition parce qu'il va chercher à améliorer sa situation d'une façon ou d'une autre, probablement à chercher un autre emploi. Et donc, dans cette phase de vie-là, qui est une phase de vie vraiment intense pour tout jeune, mais encore plus pour les jeunes qui ont des incapacités, et particulièrement ceux qui ont un TDL là, pour notre projet, on a décidé premièrement de faire un portrait dans une recension systématique de qu'est-ce que le TDL à l'âge adulte avec les études internationales qu'on a jusqu'à présent. Et on voulait aussi savoir comment on pouvait prédire cette transition-là. Parce qu'il y a quand même une grande variabilité. Hein, pour des jeunes, ça se passe bien. Pour des jeunes, c'est plus difficile. Et qu'est-ce qui fait que, justement, pour certains, ça se passe mieux que pour d'autres? Donc, dans cette recension-là systématique qui est en préparation, on a été voir, en fait, le portrait du TDL à l'âge adulte dans 3 domaines de vie. Donc, l'éducation, l'emploi et la vie indépendante. Quand on regarde les plus récentes données internationales sur le plan de l'éducation, en fait, ce qu'on note, c'est que les jeunes adultes qui ont un TDL sont engagés dans une proportion similaire en éducation. Donc, quand on regarde les pourcentages, les jeunes qui ont un TDL versus ceux qui n'en ont pas, c'est assez similaire. Par contre, il y a des enjeux, d'autres enjeux. Donc, les jeunes qui ont un TDL sont à risque de quitter les études de façon plus précoce que leurs pairs sans TDL. Et leur réussite est moindre aussi. Donc, que ce soit sur le plan des notes, que ce soit sur le plan du niveau d'éducation. Par exemple, les jeunes qui ont un TDL vont avoir beaucoup moins de qualifications de niveau professionnel que les jeunes qui n'ont pas de TDL. Alors, c'est sur le plan de l'éducation. Quand on regarde du côté de l'emploi, on a aussi un taux d'emploi qui est similaire entre les jeunes qui ont un TDL et les jeunes qui n'ont pas de TDL. On a aussi d'autres aspects qui sont similaires, comme leur satisfaction en emploi, par exemple. Par contre, c'est des jeunes qui vont vivre des difficultés pendant leur recherche d'emploi. Notamment, ils ne vont pas suivre un cheminement là, traditionnel, si on veut, de recherche d'emploi. Ils ont aussi moins tendance à demander des adaptations, même s'ils en auraient besoin. Ils peuvent vivre des plus longues périodes sans emploi aussi, et les emplois sont généralement de plus faible niveau, donc ils demandent un moins haut niveau d'éducation. Et les jeunes adultes qui ont un TDL, à long terme, sont à risque d'avoir une plus faible rémunération. Donc, dans la braquette inférieure là, salariale, bien, on retrouve davantage de jeunes qui ont un TDL là, quand ils arrivent début trentaine. Quand on regarde du côté de la vie indépendante, c'est des jeunes qui ont une moindre indépendance financière, donc qui ont davantage besoin du soutien de leurs parents notamment pour gérer leurs finances. C'est aussi des jeunes qui sont à risque de difficultés sur le plan des amitiés et sur le plan de l'intégration à la communauté aussi, que ce soit par la participation à des associations, la participation à des activités aussi dans la communauté. Et donc, on a fait ce portrait-là, mais ensuite, on s'est dit, hein, je vous rappelle notre question, c'est comment prédire cette transition-là? Donc, on parle de TDL, on s'est dit qu'on va regarder, est-ce que les habiletés langagières permettent de prédire la réussite de la transition pour ces jeunes-là? Et en fait, de façon générale, le rôle est plutôt limité. Et quand on regarde notamment pour essayer de prédire là, le niveau d'emploi,
Bien, effectivement, là, ce qu'on trouve, c'est que les habiletés langagières, ça ne permet pas de prédire une grande partie de pourquoi, en fait, pour un jeune, ça se passe mieux, puis pour un jeune, ça se passe moins bien. Donc, on a décidé de sortir un peu, si on veut, du cadre langagier, même si on est dans le TDL, et on est allé voir du côté d'une théorie issue du domaine de la psychologie, qui est la théorie de l'autodétermination. Donc, la théorie de l'autodétermination a comme principe de base que toute personne a une tendance innée à l'intériorisation. C'est-à-dire, intériorisation, ça veut dire que j'assimile et je fais mienne, un peu, si on veut, les comportements, les règles qui sont attendues dans la société dans laquelle j'évolue. Et toute personne est fondamentalement orientée vers le développement et vers la proactivité. Et l'exemple que j'aime donner pour illustrer cette tendance naturelle-là, c'est par exemple un enfant qui apprend à marcher à quatre pattes. Quand je me remets en tête là, mes jeunes qui apprenaient à marcher, c'est venu de façon tout à fait naturelle. Donc, une journée, ils ont décidé qu'ils commençaient à marcher à quatre pattes dans le corridor et là, c'était de la pratique et de la pratique et de la pratique. Moi, je n'avais pas besoin de mettre un bol de céréales au bout du corridor pour qu'ils continuent à se pratiquer. Okay. Je pouvais bien sûr aller les encourager, mais ce n'était même pas nécessaire. Ça venait vraiment d'eux. Donc, fondamentalement, toute personne a cette tendance naturelle-là. Par contre, ce qui est important, c'est que pour permettre l'expression de cette tendance naturelle-là, l'environnement social de la personne doit tout de même soutenir cette tendance-là. Et ça peut arriver aussi que ça puisse l'entraver. Donc, on va aller voir de quelle façon la théorie de l'autodétermination explique cette relation-là. Donc, le postulat de base, c'est qu'on a tous trois besoins psychologiques de base. Et quand je dis tous, là, c'est vraiment un postulat d'universalité à travers les cultures, à travers les âges. Donc, ces besoins psychologiques de base-là viennent nourrir la motivation, qui, elle, va être associée au résultat à laquelle la personne va arriver. Donc, nos besoins psychologiques de base, il y en a trois. Il y a le besoin de compétence, le besoin d'appartenance sociale et le besoin d'autonomie. Donc, je me permets d'emprunter l'acronyme du professeur Frédéric Guy qui fait partie du projet, là, CAA pour s'en souvenir, donc compétence, appartenance sociale, autonomie. Donc, le besoin de compétence, c'est bien entendu le besoin de sentir que je suis compétent, que j'ai ce qu'il faut pour réaliser la tâche. Le besoin d'appartenance sociale, c'est le besoin de se sentir en relation significative et positive avec les autres dans la tâche dans laquelle je vais m'engager. Et le besoin d'autonomie, c'est de sentir que j'ai des choix dans l'initiation, le maintien, la régulation du comportement. Donc, la tâche, elle vient un peu de moi. La motivation, la théorie de l'autodétermination distingue deux grands types. Il y a aussi des sous-types, mais aujourd'hui, on va se concentrer sur les deux grands types. Donc, face à une tâche, je peux avoir une motivation qui est autonome. Une motivation autonome, ça veut dire que je m'engage dans une tâche parce que j'ai le goût de le faire, parce que ça me fait plaisir, parce que c'est important ou parce que j'accorde de la valeur à cette tâche-là. Mais je peux aussi avoir une motivation qu'on dit contrôlée. Quand je m'engage dans une tâche avec une motivation contrôlée, je m'engage dans une tâche parce que je vis des pressions. Ça peut être des pressions externes, c'est-à-dire que je le fais pour avoir une récompense ou je le fais pour éviter une punition. Ça peut aussi être des pressions internes, comme je le fais pour éviter d'avoir honte, ou je le fais parce que je vais être fière en réalisant cette tâche-là. Donc, je peux prendre un exemple pour illustrer là, cette distinction-là. Je vais prendre donc la course à pied. Dans mon entourage, j'ai beaucoup de personnes qui font de la course à pied en ayant une motivation tout à fait autonome face à la course à pied. Donc, ils vont faire leur jogging parce qu'ils aiment ça, parce que ça les rend heureux, parce que c'est important pour eux. Puis, de façon générale, quand j'en discute avec eux, on voit que leurs besoins psychologiques de base sont tout à fait répondus dans la réalisation de cette tâche-là. Ils se sentent compétents quand ils font leur course à pied. Souvent, ils en discutent, ils en jasent avec des personnes qui sont proches d'eux. Des fois, ils vont même courir avec des amis. Puis, ça vient d'eux. Ils ont des choix. Il me semble qu'ils ont des choix dans l'exercice de la course à pied. Dans le contexte de la pandémie, de mon côté, moi, je suis une joueuse de soccer. Donc, il a fallu que je mette ça de côté. On comprend avec la distanciation sociale. Et là, il me restait très peu de choix. Donc, déjà, mon besoin d'autonomie n'était pas très bien soutenu. Et je me suis tournée vers la course à pied.
Par contre, je ne peux pas dire que je me sens particulièrement compétente dans la course à pied comparativement à comment je peux me sentir dans les sports dans lesquels je suis habituée. Je ne sens pas nécessairement que mon besoin d'appartenance sociale est soutenu parce que ceux que je connais courent beaucoup trop vite et beaucoup trop efficacement pour moi. Donc, généralement, je le fais seule. Et comme je disais, je me sens contrainte dans ce choix-là. Donc, pour moi, la course à pied, je la fais avec une motivation qui est plutôt contrôlée. Je le fais parce que, bon, je suis contrainte, parce que je veux rester en forme. C'est un petit peu ma récompense, si on veut. Mais je ne le fais pas par plaisir. Et quand on regarde les résultats associés à ça, les personnes qui sont dans mon entourage, qui le font avec une motivation autonome, sont beaucoup plus persévérants, ils vont plus souvent, ça leur procure un plus grand bien-être, alors que de mon côté, ma persévérance n'est pas nécessairement très élevée dans la course à pied et ça ne me procure pas autant de bien-être que les activités auxquelles je suis habituée m'en procurent. Donc, en fait, ce que la théorie de l'autodétermination dit, c'est que quand l'environnement social satisfait les besoins psychologiques de base, ça favorise la présence d'une motivation autonome qui est associée à des résultats positifs en termes de performance, persévérance, en termes de bien-être notamment. Par contre, quand mon environnement social frustre mes besoins psychologiques de base, c'est associé à une motivation contrôlée et qu'elle est associée à des résultats plus négatifs. Donc, dans notre projet de recherche, on s'est vraiment intéressé à la relation que vous voyez dans le milieu, besoins psychologiques de base, motivation, résultat. Mais on s'est vraiment, par contre, concentré sur le besoin d'autonomie en explorant le soutien à l'autonomie que l'entourage apporte. Donc, on a un peu mis de côté le besoin de compétences puis d'appartenance sociale pour ce projet-là parce que le besoin d'autonomie, selon la théorie de l'autodétermination, c'est un besoin qui est vraiment central. Donc, le soutien à l'autonomie, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est lorsque l'entourage offre des choix à la personne dans la réalisation de la tâche. C'est aussi lorsqu'elle considère sa perspective. Donc, c'est-à-dire comment elle se sent par rapport à la tâche, qu'est-ce qu'elle en perçoit, est-ce que ça lui tente, est-ce que ça lui tente pas, pourquoi. Et c'est aussi lorsque l'entourage offre un rationnel face à une tâche, surtout lorsqu'elle est moins intéressante. Pourquoi je fais ça? Pourquoi il faudrait que je m'engage dans cette tâche-là, puis que ce rationnel-là est concret et parlant pour la personne. Donc, quand l'environnement adopte ces trois attitudes-là, si on veut, ça soutient le besoin d'autonomie de la personne. Et je vais faire une distinction importante avant de plonger dans le projet de recherche. Le soutien à l'autonomie, c'est différent de trois concepts. C'est différent de la permissivité. Donc, ça ne veut pas dire que je permets tout et que je ne mets pas de limites. Donc, c'est de donner des choix, mais bien entendu à l'intérieur d'un certain cadre. C'est différent aussi de la négligence. C'est pas que je ne me préoccupe pas de la personne, au contraire. Je considère sa perspective, je lui offre un rationnel, donc c'est différent de ce concept-là. Et le dernier, qui est une distinction importante, c'est que c'est différent de l'indépendance, c'est-à-dire de faire la tâche seule. Donc souvent, on dit on veut que la personne soit autonome, puis ce qu'on sous-entend quand on dit ça, souvent dans le milieu de l'éducation, on va l'entendre, c'est qu'on veut qu'elle fasse la tâche par elle-même. Par contre, ici, l'autonomie, comme conceptualisée, si on veut, dans la théorie de l'autodétermination, c'est pas obligé que la personne fasse la tâche seule. En autant qu'elle semble qu'elle a des choix dans cette tâche-là, qu'elle sache pourquoi elle le fait, puis que sa perspective soit considérée. Si je peux encore une fois l'illustrer avec un exemple, je peux prendre l'entretien automobile de ma voiture. Je ne suis aucunement indépendante dans cette tâche-là. J'ai vraiment besoin que ce soit mon garagiste qui le fasse. Okay? J'y comprends absolument rien. Par contre, de façon générale, je sens que mon besoin d'autonomie est satisfait dans la réalisation de cette tâche-là. Pourquoi? Parce qu'on m'offre des choix. Je peux changer de garagiste si je ne suis pas satisfaite. Souvent, mon garagiste va me donner des choix en m'expliquant pourquoi il préfère cette option-là par rapport à celle-là. Puis à ce moment-là, c'est moi qui prends la décision finale. Ma perspective est considérée dans le sens que je peux m'impliquer dans l'activité. Je peux aussi dire que ça ne me tente pas, puis je me sens écoutée, c'est correct. Et je sais que c'est important aussi, on m'a déjà tout expliqué ce rationnel-là. Donc, même si je ne suis pas indépendante dans ma réalisation de la tâche, je suis soutenue sur le plan de mon autonomie. Alors, maintenant, on va plonger vraiment plus dans les projets de recherche.
Donc, on avait comme objectif très général de valider un modèle motivationnel de la transition école-emploi. Donc, on s'est penché sur plus particulièrement la recherche d'emploi. Puis, en fait, on est allé voir, est-ce que le soutien à l'autonomie permet de prédire la motivation que le jeune va avoir par rapport à sa recherche d'emploi? Et ensuite, est-ce que la motivation permet de prédire la transition école-emploi et le bien-être? On a regardé 4 sources de soutien à l'autonomie. Donc, le soutien à l'autonomie que le père du jeune apportait, que sa mère apportait, que son enseignant apportait, que ses amis apportaient. On a regardé les 2 types de motivation que je vous ai présentés. Donc, la motivation autonome, c'est-à-dire que je m'engage dans une recherche d'emploi parce que j'ai le goût, parce que ça me fait plaisir, parce que c'est important pour moi, ou je m'engage dans une recherche d'emploi parce que je vais avoir une récompense, parce qu'on menace de me punir si je ne le fais pas, parce que je vais avoir honte si je ne le fais pas, ou parce que ça va me rendre fière. Et donc, nos hypothèses étaient qu'on allait être capable de retrouver la relation postulée par la théorie de l'autodétermination. Soit que lorsque l'entourage, c'est-à-dire le père, la mère, les enseignants, les amis soutiennent l'autonomie, ça prédit une motivation autonome par rapport à la recherche d'emploi. Et la motivation autonome va permettre de prédire la réussite de la transition école-emploi, alors qu'une motivation contrôlée va être associée à une moindre réussite de la transition école-emploi. Même chose pour le bien-être. Quand le jeune a une motivation autonome, on s'attend à ce qu'il y ait un bien-être plus élevé. Quand il y a une motivation contrôlée, on s'attend à ce qu'il y ait un bien-être moins élevé. Donc, comment on est allé vérifier ça? On a fait 2 études. Une étude rétrospective, c'est-à-dire qu'on a demandé aux jeunes de retourner un peu dans leur mémoire pour répondre au questionnaire, et une étude longitudinale où est-ce que là, on a suivi les participants pendant 1 an. Donc, dans notre étude rétrospective, on avait 37 jeunes adultes avec un TDL, âgés entre 19 et 33 ans, avec une moyenne de 25 ans. Répartition à peu près équivalente, hommes-femmes, 54 46 de femmes. Et donc, c'était des jeunes qui avaient tous terminé leurs études. Et on leur a demandé de se positionner par rapport au soutien à l'autonomie et à la motivation qu'ils avaient à la fin de leurs études lorsqu'ils se sont engagés dans la recherche d'emploi. Puis, on mesurait aussi leur transition et leur bien-être au moment où ils répondaient à leur questionnaire. Donc, ça, c'était notre étude rétrospective. Pour l'étude longitudinale, on avait 218 participants, dont 52 avec un TDL. C'est des jeunes, donc un peu plus jeunes, donc 15-21 ans, en moyenne 17 ans. Une répartition un peu différente hommes-femmes, 65 versus 35 et c'était tous des jeunes qui étaient dans le parcours de formation axé sur l'emploi. Donc, le parcours de formation axé sur l'emploi, c'est pour les jeunes de 15 ans et plus qui ont des grands besoins sur le plan de l'apprentissage. Et c'est un parcours là, qui les prépare vraiment à une vie de citoyen, de travailleur, parce qu'ils vont aller développer des compétences. Et c'est un parcours qui est divisé en 2 programmes. La FPT, qui est d'une durée de 3 ans, et qui est en fait la formation préparatoire au travail, et la FMS d'une durée d'1 an, qui est la formation métier semi-spécialisée. Donc, on avait 43,5 de nos jeunes en FPT et 57,5 en FMS. Donc, c'était tous des finissants du parcours de formation axée sur l'emploi. Donc, à la fin de leurs études, ils ont répondu à un premier questionnaire où est-ce qu'on les questionnait sur le soutien à l'autonomie qu'ils percevaient de leur entourage et leur motivation par rapport à la recherche d'emploi qu'ils s'apprêtaient à faire, qu'ils terminaient leur programme. Et on les a requestionnés 1 an plus tard pour savoir où ils étaient rendus sur le plan de leur transition, est-ce qu'ils étaient en emploi, est-ce qu'ils étaient en recherche d'emploi, est-ce qu'ils étaient à la maison, et aussi sur leur plan de leur bien-être. Et donc, c'est sûr que l'utilisation du questionnaire avec des jeunes qui ont un TDL, il y a quand même des enjeux à considérer pour s'assurer qu'ils comprennent bien ce qu'on leur demande. Donc, on a vraiment pensé à plusieurs adaptations pour soutenir la compréhension des jeunes. Donc, on s'est assuré là, que le niveau de lisibilité du questionnaire était de niveau primaire, donc des phrases très courtes avec des mots simples. On avait aussi pré-testé le questionnaire avec des jeunes du PFAE qui n'étaient pas définissants. Les jeunes aussi avaient la possibilité d'avoir accès à des versions électroniques pour utiliser la synthèse vocale. Il y avait des passations téléphoniques qui étaient possibles aussi, où des assistants de recherche lisaient les questions et lisaient les réponses aux participants. Donc, quand on regarde les résultats maintenant de l'étude rétrospective, donc,
vous avez ici l'occupation des participants. Donc, ça, c'est quand ils ont répondu au questionnaire, où est-ce qu'ils en étaient par rapport à leur occupation principale. Donc, on en avait 3 participants qui n'avaient pas d'occupation, 5 qui étaient en bénévolat, 9 en recherche d'emploi, 19 en emploi et 1 qui n'a pas répondu à la question. Donc, je vous rappelle, ici, dans l'étude rétrospective, c'est tous des jeunes qui ont un TDL. Et donc, à partir de là, qu'est-ce qu'on a fait? Bien, il fallait les classer, si on veut, entre ceux qui avaient complété leur transition et ceux qui n'avaient pas complété leur transition. Et là, je vous ramène la définition qu'on avait. Hein. Donc, la transition, c'est le passage de la fin de la scolarisation jusqu'au premier emploi qui est décent ou satisfaisant. Fait que c'est sûr qu'il fallait aller documenter la décence de l'emploi et la satisfaction pour pouvoir décider si nos participants avaient complété ou non leur transition. Et quand on regarde ici dans le milieu, le détail des jeunes qui sont en emploi, donc on avait un participant qui n'était pas décent, pas satisfaisant. Hein. Donc celui-là, on l'a mis avec la catégorie qui n'avait pas complété leur transition parce que, conformément au cadre de référence qu'on avait, là, on disait que ce jeune-là était en position plutôt instable par rapport à sa transition. Ensuite, on avait 10 jeunes qui avaient un emploi décent et satisfaisant, 5 qui avaient un emploi pas décent mais satisfaisant, 2 qui avaient un emploi qui était satisfaisant. Décent, on n'a pas pu le déterminer avec les réponses qu'ils ont données, mais ça n'empêche pas qu'on savait qu'ils avaient complété leur transition. Et 1 qu'on n'a pas pu classer là, avec la donnée manquante. Donc, pour la présentation, je suis allée me pencher un petit peu sur qu'est-ce qui faisait que les emplois n'étaient pas décents. Parce que l'enjeu est davantage là que sur le plan de la satisfaction. Parce qu'on a, 2 participants qui ont un emploi qui n'est pas satisfaisant, mais on en a plutôt 6 qui ont un emploi là, qui n'est pas décent. Puis en fait, on l'avait mesuré avec 3 variables plus précisément, soit le salaire, la sécurité d'emploi et la valeur. En fait, est-ce que l'emploi répondait aux attentes du jeune? Et l'enjeu principal auprès de nos jeunes qui ont un TDL, c'est le salaire. Donc, on avait 13 de nos 19 jeunes, c'est-à-dire près des 2 tiers, qui avaient un salaire qui était inférieur au salaire moyen des jeunes de leur âge. Quand on regarde la sécurité, on en avait 7 sur 19 qui rapportaient avoir peur de perdre leur emploi dans les prochaines semaines. Donc, c'est environ le tiers. Et on avait environ 1 jeune sur 5 qui disait que l'emploi ne répondait pas à ses attentes puis que plutôt il se contentait de son emploi. Fait qu'on voit qu'il y a quand même des enjeux importants qui ressortent par rapport à nos jeunes qui ont un TDL. En termes de taux d'emploi, s'il y en a qui se questionnent, là, ça donne 51 % de taux d'emploi pour nos jeunes dans l'étude de rétrospective. On a aussi été demander aux jeunes quel était leur emploi. Là, je sais que ça fait comme un gros tableau. Si vous voulez, je pourrais y revenir à la fin. Mais en fait, on est allé utiliser la classification nationale des professions canadiennes, puis on a classé les emplois par catégorie. Et on a vraiment un plus haut pourcentage de jeunes, une plus haute proportion dans la catégorie des ventes et services. Et ça, c'est assez conforme à ce qu'on retrouve dans les études sur le plan international aussi. Et ensuite, on a d'autres catégories où est-ce que les emplois sont divisés là, à peu près à part égale, sciences naturelles, enseignement, fabrication, services d'utilité, métiers, transport, donc ça, c'est plus la construction, et les secteurs de la santé. Donc, voilà pour un peu le portrait là, plus descriptif de ce qu'on avait dans l'étude rétrospective. Maintenant, si on va voir par rapport à nos objectifs et nos hypothèses qui étaient en lien avec la théorie de l'autodétermination, donc on a utilisé des régressions multiples. On a fait un premier bloc où est-ce qu'on essaie de prédire la motivation à partir du soutien à l'autonomie. En voir est-ce que quand l'entourage soutient l'autonomie, le jeune, il y a une motivation qui est plus autonome par rapport à la recherche d'emploi. Et donc, ce qu'on a obtenu, c'est quand le père et l'enseignant soutiennent l'autonomie du jeune, il y a une motivation plus autonome par rapport à sa recherche d'emploi. Et on a aussi une prédiction qui est plus négative des amis vers la motivation contrôlée. Maintenant, quand on a essayé de prédire la motivation, la transition école-emploi, à partir de la motivation, bien, on n'a pas trouvé de lien entre la motivation et la transition école-emploi. La seule chose qui est ressortie, on a une tendance statistique qui montre que les jeunes qui ont des éducations de niveau postsecondaire ont plus de chances d'avoir complété leur transition que les jeunes qui n'ont pas des études de niveau postsecondaire. Donc, ça, c'est pour la transition école-emploi. Et pour le bien-être, on a la prédiction
positive de la motivation autonome vers le bien-être et négative de la motivation contrôlée vers le bien-être. Donc, si je traduis ce tableau-là un peu plus statistique en mots, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que globalement, par rapport à nos hypothèses, ça s'enligne quand même bien. Parce que plus le père et l'enseignant du jeune adulte avec un TDL soutiennent son autonomie par rapport à sa recherche d'emploi, mais plus le jeune adulte a une motivation autonome envers cette recherche-là. Donc, plus il s'engage dans sa recherche parce qu'il a du plaisir, parce que c'est important pour lui. Plus ses amis soutiennent son autonomie, bien moins le jeune a une motivation contrôlée. Ce qui est bien aussi parce que ça veut dire qu'il s'engage moins dans sa recherche d'emploi en raison de pression. Et plus le jeune adulte a une motivation autonome, bien, plus il vit un grand bien-être. Et l'inverse est vrai pour la motivation contrôlée. Donc, quand j'ai une plus grande motivation contrôlée, bien, j'ai un moins grand bien-être, qui est tout à fait conforme avec nos hypothèses de départ. Par contre, les motivations, elles, ne prédisent pas la transition école-emploi. Puis on pensait que ça allait le faire. Donc là, on va aller voir dans l'étude longitudinale, est-ce que les résultats sont semblables ou on voit une différence? Et si oui, pourquoi on voit cette différence? Donc, dans l'étude longitudinale, on a davantage de participants. Je rappelle qu'on en avait 218 à la première vague. Sur un an plus tard, on en a perdu un petit peu. Mais là, je vous présente les résultats pour l'ensemble des participants. Pourquoi on a fait ça? C'est sûr que ça nous donnait un petit peu plus de puissance sur le plan statistique d'avoir davantage de participants. Et on s'est assuré de comparer les jeunes qui ont un TDL avec les jeunes, les autres jeunes qui étaient dans le PFAE pour voir est-ce qu'ils sont différents pour les variables qu'on mesure. Et en fait, nos jeunes qui ont un TDL reçoivent un soutien à l'autonomie qui est similaire aux jeunes qui n'ont pas de TDL dans le parcours de formation accès sur l'emploi, ont une motivation comparable, ont une transition, une réussite de la transition qui est comparable et ils ont aussi un bien-être qui est comparable. Donc, vu qu'il n'y avait pas de différence, on a pu tous les placer ensemble pour faire tester nos hypothèses, en fait. Donc, si vous regardez l'occupation des participants, donc ça, c'est 1 an après avoir terminé leur transition école-emploi. Donc, il y en avait 7 qui n'avaient pas d'occupation, 2 en bénévolat, 70 aux études, 14 en recherche d'emploi, qui à ce moment-là étaient considérés comme n'ayant pas complété leur transition. On avait 43 en emploi. Et là, leur emploi était tous au moins décent ou satisfaisant. Donc, on en avait 31 qui étaient décents et satisfaisants, 6 que c'était satisfaisant mais pas décent, et 6 qui étaient satisfaisants puis on ne sait pas pour la décence. Donc, on les a tous mis dans la catégorie transité. Et pour les autres occupations qui pouvaient être, par exemple, bien, je reste à la maison pour m'occuper d'un parent malade, je prépare un projet d'entrepreneuriat, bien là, à ce moment-là, on ne les a pas catégorisés vu que c'était plus flou. Et puisque vous vous intéressez plus spécifiquement au TDL, là, je suis allée rechercher nos jeunes qui ont un TDL parmi ce tableau-là de l'ensemble des participants. Et donc, on voit que nos jeunes qui ont un TDL, 1 an après leur parcours de formation axé sur l'emploi, ils ont cette occupation suivante-là. Donc, 2 qui n'ont pas d'occupation, 1 au bénévolat, 23 aux études, 3 en recherche d'emploi, 14 en emploi et 4 qui avaient d'autres occupations. Et quand on regarde la répartition, 11 dessins insatisfaisants, 1 qui n'était pas dessin insatisfaisant et 2 qui se classaient dans satisfaisant, mais dessin, c'était manquant. Et donc là, si on fait le total, j'ai mis, là, mais c'est juste des additions. Et quand on détaille l'emploi qui n'était pas décent, en fait, ici, 1 an après la fin du PFAE, le salaire ne ressort pas comme un enjeu. Donc, les jeunes ont un salaire qui est comparable aux jeunes de leur âge, de façon générale. Par contre, ce qui est davantage un enjeu qui était ressorti aussi dans l'étude rétrospective, c'est la sécurité, avec environ 1 jeune sur 5 qui a un TDL qui rapporte que la sécurité d'emploi est un enjeu, et environ 1 sur 5 aussi qui dit que l'emploi, en fait, ne répond pas vraiment à ses attentes. Et quand on regarde aussi le taux d'emploi, on est autour encore là, de 55% pour nos jeunes qui ont un TDL. Et j'ai fait, avec l'équipe de recherche, là, la même répartition. Donc, vous avez l'ensemble des participants. Encore une fois, je pourrais y revenir à la fin si ça vous intéresse ou vous envoyer le détail. Mais pour tous nos participants du PFAE, c'est surtout vente et services qui ressortaient en haut. Et avec les 3 petites étoiles, c'est nos jeunes qui ont un TDL.
Donc, on en a 3 dans la catégorie vente et services, 2 dans la catégorie d'avantages construction, puis on en a 4 ici dans fabrication et services d'utilité publique. Et ensuite, donc, on a retesté les mêmes hypothèses, cette fois-ci avec davantage de participants et des modèles d'équations structurelles. Et en fait, ce qui ressort, c'est encore une prédiction positive du père et des amis vers la motivation autonome. Et cette fois-ci, on a une prédiction positive de la motivation autonome vers la transition école-emploi et une prédiction négative de la motivation contrôlée vers la transition école-emploi. Donc, dans l'étude longitudinale, on avait aussi des bons indices d'ajustement qui sont indiqués dans le bas de la diapositive. Et pour le bien-être, on obtenait encore une fois un tableau qui soutenait tout à fait nos hypothèses. Donc, on voit vraiment que le père et les amis ressortent comme des sources de soutien à l'autonomie significative dans l'étude rétrospective et dans l'étude longitudinale. Donc, en résumé, c'est encore mieux avec l'étude longitudinale. Pourquoi? En fait, parce qu'on voit encore le lien entre le soutien à l'autonomie et la motivation. Donc, plus le père et les amis soutiennent l'autonomie, donc plus le jeune a une motivation autonome envers sa recherche d'emploi. Mais là, maintenant, on a aussi une relation entre la motivation et la transition école-emploi. Donc, plus le jeune a une motivation autonome envers sa recherche d'emploi, mais plus il y a de chances d'avoir complété sa transition 1 an après la fin de ses études et plus il vit un grand bien-être. Donc, double bénéfice, si on veut, de la motivation autonome. Plus le jeune a une motivation contrôlée, par contre, moins il y a de chances d'avoir complété sa transition et moins il vit un grand bien-être 1 an après la fin de son parcours de formation axé sur l'emploi. Donc, encore une fois, ici, le père et les amis. Et ici, on était bien content parce que là, on voyait le lien entre la motivation et la transition école-emploi. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir là, de tout ça? Je vois le temps qui file, puis j'ai le temps de parler des implications cliniques. Donc, on a vraiment pu montrer que le soutien à l'autonomie envers la recherche d'emploi, il y a son importance dans la transition école-emploi, avec vraiment le rôle du père et des amis qui ressort dans les 2 études. Le rôle des amis, c'est sûr qu'on est dans la période en jeune adulte. Les amis, c'est des sources de soutien qui sont ressorties dans d'autres études avec des jeunes qui n'avaient pas d'incapacité. C'est vraiment des sources qui sont importantes pour nos jeunes. Pourquoi le père plus que la mère? En fait, ça, c'est des résultats aussi qui ont été obtenus dans des études précédentes. Et en fait, l'hypothèse serait liée au rôle distinctif que le père et la mère pourraient avoir auprès des adolescents et des jeunes adultes. Donc, la mère pourrait avoir davantage un rôle dans le soutien à l'appartenance sociale parce que c'est vers elle que les jeunes vont davantage se tourner pour discuter de leur bien-être, discuter de leurs émotions, discuter de leurs sentiments. Donc, ils vont avoir davantage tendance à se tourner vers leur père quand ils ont besoin d'informations, quand ils doivent se tourner vers le monde extérieur, comme il faut faire dans la recherche d'emploi. Ensuite, le rôle de l'enseignant, on l'a juste eu dans l'étude rétrospective. C'est sûr qu'on a plusieurs hypothèses qui pourraient expliquer ça, mais on va avoir besoin de davantage d'études pour aller mieux comprendre le rôle de l'enseignant par rapport à la recherche d'emploi plus spécifiquement. Mais entre autres, on dit peut-être qu'en ayant une étude rétrospective, il est possible que les participants aient été un peu biaisés, peut-être dans le fait qu'il fallait qu'ils se rappellent comment ça se passait il y a quelques années. Ça peut aussi être lié à l'âge. Nos participants de l'étude rétrospective sont légèrement plus âgés que nos participants de l'étude longitudinale. Puis il y a des études qui ont montré que chez les plus jeunes adultes, si on veut, quand on étudie les enseignants et les amis ensemble, c'est surtout les amis qui ressortent. Donc, les enseignants prennent un petit peu moins de place, alors que ça serait peut-être moins le cas chez les plus vieux. On a aussi la répartition homme-femme qui est différente. Donc, il y a des études qui montrent aussi que le type de soutien à l'autonomie que les enseignants apportent aux jeunes pourrait être différent, les garçons versus les filles. Donc, en fait, il va falloir davantage d'études pour mieux le comprendre. Maintenant, le lien entre la motivation et la transition école-emploi, on l'a trouvé juste dans l'étude longitudinale. Donc, notre hypothèse, c'est qu'en fait, on se rappelle l'étude longitudinale, on mesurait le soutien à l'autonomie et la motivation à la fin des études, puis on allait voir la transition 1 an après. Tandis que dans l'étude rétrospective, on avait une période de temps qui était plus grande, 2 ans, 3 ans, 4 ans, c'était maximum 5 ans. Puis en fait, une hypothèse qu'on a, c'est qu'il est possible que les jeunes vivent plusieurs obstacles environnementaux à plus long terme dans leur insertion sur le marché du travail.
On l'a vu, les jeunes, ils ont peur de perdre leur emploi. Des fois, ce n'est pas des emplois qui répondent à leurs attentes. Donc, c'est quelque chose qui est documenté de façon générale pour les personnes qui ont des incapacités. Ça peut être des obstacles sur le plan de la compréhension, de l'incapacité, ça peut être des préjugés auxquels ils doivent faire face, les difficultés d'avoir des accommodements. Donc, en fait, c'est comme si la relation qui existait au départ, à plus court terme, elle se perdait dans le temps parce que les jeunes avaient à faire face à beaucoup d'obstacles environnementaux. C'est sûr qu'on ne les a pas documentés de façon spécifique dans notre étude, ça en prendrait davantage pour aller mieux comprendre cette possibilité-là. Puis en fait, là, je voyais justement passer ce matin un projet de recherche là, du DEPI, qui est un groupe de recherche qui s'intéresse justement à l'insertion en emploi des personnes qui ont des incapacités, qui viennent documenter les obstacles que les personnes avec incapacité vivent là, dans le marché du travail. Donc, on pourra suivre ça pour la suite. Ensuite, le lien entre la motivation et le bien-être. Donc, en fait, on se souvient une motivation autonome associée à un plus grand bien-être, motivation contrôlée associée à un moins grand bien-être. Et en fait, la théorie de l'autodétermination dit qu'avoir une motivation autonome, c'est très énergisant à la base, c'est très positif. Donc, quand on m'a proposé de faire cette conférence-là, j'étais vraiment contente. J'avais comme une énergie, ça me faisait plaisir de m'engager dans la tâche. Donc, bien logiquement, j'avais un bien-être à préparer le tout. Tandis que si je m'engage dans quelque chose parce que je peur d'avoir honte, parce que je peur d'avoir une punition, bien nécessairement, mon bien-être peut être moins grand. Et pour terminer, je voulais souligner aussi la tendance statistique qu'on avait vers l'importance du niveau d'éducation. Donc, nos jeunes adultes qui avaient un niveau d'éducation postsecondaire avaient davantage de chances d'avoir complété leur transition. En fait, on fait beaucoup de choses dans le milieu scolaire pour soutenir le développement du plein potentiel de nos jeunes qui ont un TDL. Donc, en fait, avec les résultats, ça tend à appuyer la pertinence là, de les amener le plus loin possible, en fait. Donc, si on regarde les implications cliniques, je vais vous rappeler un peu les composantes là, du soutien à l'autonomie, mais je vais l'illustrer par un projet qu'on a fait dans une classe langage où on a vraiment intégré les concepts de la théorie de l'autodétermination dans la façon qu'on avait d'appliquer le tout. Donc, le soutien à l'autonomie, qu'est-ce que ça veut dire pour les intervenants? Donc, je vous rappelle, bon, il y avait nos 3 composantes de base, mais j'en ai rajouté un petit peu pour que ce soit un peu plus complet. Donc, bien entendu, comme je disais tantôt, considérer la perspective de l'autre, donc reconnaître les sentiments négatifs s'il y en a, ne pas les nier. Donc, si on dit, ben non, tu vas voir, ça va être le fun. Donc là, on n'est pas en train d'accueillir et de reconnaître la perspective de l'autre. Donner des choix à l'intérieur des limites, comme je mentionnais, le rationnel. Donc, ça, c'est nos 3 composantes de base. Mais ça veut aussi dire soutenir l'autonomie, de nourrir les ressources motivationnelles. Donc, ça peut aller de soi, je pense qu'on le fait tous, mais d'aller avec les intérêts des jeunes pour les amener à s'engager dans la tâche. Il y a aussi d'utiliser un langage non contrôlant. Donc, éviter les menaces, éviter de promettre des récompenses et éviter les punitions. Parce que là, en fait, on ramène les jeunes dans la motivation contrôlée. Puis le langage contrôlant aussi, c'est quand on dit, ben, tu dois, il faut que, tu n'as pas le choix, c'est comme ça. Donc là, en fait, ce que le jeune perçoit par rapport à son besoin à l'autonomie, c'est qu'on est en train de restreindre ses choix et de le contraindre à faire une chose. Donc ça, c'est quand même un défi qui peut être important parce que spontanément, on peut en utiliser beaucoup, même si on n'est pas dans la menace, de dire, ben, tu dois faire ça, il faut faire ça, puis c'est comme ça, ben, c'est des choses qu'on peut avoir tendance à dire. Et finalement, être patient parce que ça prend du temps. Donc, d'amener le jeune vers une motivation plus autonome, ça ne se fait pas avec un coup de baguette magique. Il faut comme mettre les choses en place, puis le jeune va évoluer là-dedans. Donc, le projet qu'on avait fait, c'était dans le cadre là, des interventions en classe que je faisais en orthophonie. Donc, je suis sortie un petit peu du cadre de l'orthophonie parce que je voulais l'expérimenter justement, voir comment on pouvait intégrer les concepts là, de la théorie de l'autodétermination dans notre pratique. Et ce n'était pas en lien avec la recherche d'emploi. Donc, on avait inscrit, l'enseignante et moi, les jeunes à un concours provincial sur l'environnement, où est-ce qu'ils devaient développer un projet portant sur l'environnement et l'implanter dans leur communauté. Donc, je reconnais qu'au départ, on ne leur a pas vraiment donné le choix de participer, okay? Mais après ça, on s'est dit, ben là, il faut comme un prétexte, puis nous, ça nous nourrissait beaucoup, ça nous motivait.
Donc, en fait, on a présenté ce projet-là, puis à partir de là, bien là, on s'est dit, on va vraiment s'assurer de soutenir leur autonomie, mais aussi les autres besoins psychologiques de base. Donc, en fait, dès qu'on leur a présenté le projet, là, on a recueilli, on ne veut pas les réponses, c'est des adolescents, donc on a eu des réponses de tout type. Ah oui, c'est le fun, ah ok, intéressant, mais aussi on a eu des réponses comme, ben, qu'est-ce que je vais avoir si je le fais, qu'est-ce qui arrive si je ne le fais pas. OK? Donc, on pouvait déjà voir un petit peu les jeunes où est-ce qu'ils se situaient par rapport à leur motivation. On a aussi eu des commentaires du type ah, c'est pas, ça me tente pas, pourquoi on fait ça? OK? Donc là, on a tous accueilli ces commentaires-là. On a considéré la perspective des jeunes. OK? Donc, on a dit OK, j'entends que c'est pas nécessairement quelque chose qui t'intéresse. Est-ce qu'il y a une raison pour ça? Pourquoi? Est-ce que tu as des craintes? Et là, ça nous a permis de voir qu'il y a des jeunes qui avaient peur que les autres rident, qui avaient peur que ça ne marche pas, que personne n'embarque. Donc là, on a pu vraiment comprendre un petit peu d'où nos jeunes partaient. Puis on en avait qui avaient une motivation plutôt autonome, puis d'autres une motivation plutôt contrôlée par rapport au projet. Et à partir de là, on leur a donné des choix. Donc, c'est vraiment eux qui ont choisi le projet qu'ils allaient faire et qui ont choisi, en fait, comment le réaliser. Donc, on a un groupe qui a choisi de faire une collecte de déchets dans le quartier, puis un autre groupe qui a choisi de présenter des projets par rapport à l'importance de diminuer la consommation de viande. Donc, à partir de là, on les soutenait dans leurs choix en nourrissant leurs ressources motivationnelles parce qu'on était plus dans leurs intérêts. Et on avait aussi expliqué pourquoi on voulait faire ce projet-là. Donc, plus concret que de dire, bien, ça va aider l'environnement, donc c'est peut-être plus ou moins parlant. Donc, on leur expliquait qu'est-ce qu'on voulait viser avec ce projet-là, leurs habiletés d'organisation, leurs habiletés de planification. Donc, on avait vraiment été donné le rationnel, puis on avait vraiment fait attention là, d'éviter le langage contrôlant. Et on a été patient dans le sens que ça a été un projet sur 5 semaines, puis on a pu voir l'évolution des jeunes où, en soutenant leurs besoins d'autonomie, les jeunes qui avaient au départ une motivation très contrôlée. Oui, je vois le temps qui avance, j'avais terminé dans 2 minutes. Les jeunes qui avaient une motivation très contrôlée au départ, ils se sont en allés vers la motivation plus autonome. Ils ne sont pas arrivés au plaisir complet, là, mais le projet était devenu important pour eux, puis il y avait une certaine valeur. Parce qu'on avait aussi soutenu leurs besoins de compétences, leurs besoins d'appartenance sociale. On avait impliqué d'autres élèves dans l'école qui n'étaient pas en classe langage. Que les autres élèves avaient dit que c'était donc bien un projet qui était le fun, puis qu'eux aussi, ils voulaient le faire, puis qu'ils trouvaient bon d'aller là-dedans. Donc, on avait impliqué la ville aussi. En fait, en faisant tout ça, on avait vraiment pu, en allant chercher différentes sources de soutien aussi, comme je viens d'expliquer, on a impliqué plusieurs acteurs, aller vers le développement de la motivation autonome de nos jeunes. Alors, pour conclure rapidement, la transition école-emploi de nos jeunes qui ont été DL, donc on voit que la théorie de l'autodétermination peut jouer un rôle dans l'explication de la réussite ou non de la transition. C'est bien entendu une petite partie du puzzle. C'est une phase complexe. Je suis bien consciente que je n'apporte pas toutes les réponses aujourd'hui, mais les hypothèses qu'on a testées en permettent de soutenir le modèle motivationnel qu'on voulait démontrer. On voit aussi l'importance du soutien à l'autonomie, particulièrement du père et des amis, dans la recherche d'emploi. Et le niveau d'éducation, c'est sûr qu'on va falloir le confirmer parce que c'est des tendances statistiques, mais on a quand même un potentiel qui indique que oui, nos jeunes qui ont une éducation au niveau postsecondaire ont plus de chances de réussir leur transition. Et bien entendu, les implications cliniques, j'ai voulu vous illustrer comment on pouvait mettre en application ces concepts-là dans notre quotidien. Donc, voilà, je voulais rapidement remercier la Charte de recherche pour son soutien, le CRSH aussi, et tous les collaborateurs qui ont permis de réaliser ce projet-là. Il y avait 22 commissions scolaires, plusieurs centres de réadaptation, beaucoup d'organismes de tout type, des cégeps. On a fait comme 10 demandes d'éthique, donc c'était vraiment beaucoup de collaborateurs. Merci à tous. Et j'ai indiqué aussi mon courriel si vous avez des questions ou vous voulez tout simplement discuter de la présentation d'aujourd'hui. Et j'ai une liste complète de références, mais si vous en voulez plus en français ou disponible gratuitement, là, je pourrais vous en envoyer aussi, ça va me faire plaisir. Donc, on aurait une dizaine de minutes pour questions et discussions. Voilà.
Merci beaucoup, Pascal. Il y a donc Catherine Simard. Elle aimerait savoir si les participants peuvent voir le PowerPoint ou est-ce qu'on peut, par exemple, les informer quand le PowerPoint sera disponible sur le site web, le site Internet du CRIR? Donc, ça, c'est donc une question. Donc, Pascal, est-ce qu'on peut... Donc, et bien sûr, la présentation sera affichée sur le site Internet du CRIR. Donc, peut-être, je peux dire dans 2 semaines, disons. Donc, je vous invite et puis je vais aussi mettre l'adresse du CRIR. Alors, c'est crir.ca. Donc, voilà. Donc, vous pouvez donc aller au centre de recherche sur la section conférence atelier en ligne et puis vous pouvez trouver la conférence enregistrée. Deuxième question, c'est merci pour cette présentation. Je me demandais comment expliquez-vous le lien entre le TDL et l'autodétermination et qui, elle, affecte la transition école-emploi? Donc, comment expliquer le lien entre le TDL et l'autodétermination? Donc, en fait, si je comprends bien la question, puis la personne pourrait se démuter. Mon Dieu, j'ai pas le mot en français qui me vient. En fait, est-ce que c'est de savoir pourquoi on s'est penché sur le TDL et l'autodétermination? Est-ce que c'est ça la question? Non, en fait, j'ai vu que vous êtes passé à l'autodétermination, puis comment ça affecte en fait la transition école-emploi, puis comment on rattache le TDL à ça finalement. Pourquoi, j'imagine, il y aurait un impact donc du TDL sur l'autodétermination? Bien, en fait, l'autodétermination, il y a encore une fois différentes façons de le conceptualiser. La théorie de l'autodétermination, elle a été très, 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 très peu étudiée auprès de personnes qui ont des incapacités. Donc, en fait, c'est parti du postulat qui était celui là, d'universalité des besoins psychologiques de base. Hein. Donc, la théorie de l'autodétermination dit tout le monde a les mêmes besoins psychologiques de base, mais en fait, puis il avait fait des études là, auprès là, de vraiment différentes cultures, différents âges, mais la notion d'incapacité, elle, n'a pas vraiment été étudiée. Donc, en fait, on a comme décidé de se pencher vers ça, mais en fait, on était un peu là, dans le néant, dans le sens qu'on n'avait pas nécessairement d'études qui nous indiquaient que la théorie de l'autodétermination allait être pertinente auprès de nos jeunes qui ont un TDS. C'est notre hypothèse, mais on n'avait pas nécessairement d'études précédentes sur lesquelles s'appuyer. Par contre, dans le domaine de l'incapacité, il y a ça, puis ça, je pourrais vous suggérer d'écrire là-dessus. Il y a Michael Waymeyer aussi, Kerry Shogren, qui travaille beaucoup sur l'autodétermination. Mais l'autodétermination, dans le sens d'être un peu la personne qui est au volant de sa propre vie, d'être l'agent causal dans sa vie, celui qui fait en sorte que les choses arrivent. Et en fait, l'autodétermination, comprise de cette façon-là, on a plusieurs études qui montrent qu'elle est plus faible chez les jeunes qui ont des incapacités. Donc, en fait, il y a vraiment un enjeu sur le plan de l'autodétermination chez les jeunes qui ont des incapacités. Donc, en fait, je dirais que là, la réponse a comme deux aspects. Un, on voulait voir est-ce que ça s'applique, la théorie de l'autodétermination, auprès de nos jeunes qui ont des incapacités, donc ceux qui ont le TDL. Puis, en fait, on avait la volonté aussi de sortir un peu des habiletés langagières. Puis, aussi l'aspect que l'autodétermination, comprise là, de la façon que j'ai présentée par Waymeyer, mais celle-là, elle a été beaucoup plus étudiée auprès des jeunes qui ont des incapacités. Puis, en fait, c'est démontré qu'elle est plus faible chez ces jeunes-là, mais jamais, encore une fois, auprès des jeunes qui ont un TDL de façon spécifique. Merci. Pascal, donc, il y a plusieurs questions dans le chat. Par exemple, y a-t-il une différence entre les garçons et les filles quand leur cheminement dans cette transition? Comment expliquer le rôle limité des habilités langagières dans l'emploi? Est-ce que tu sais vers quel âge, sur le plan de développement, les facteurs externes à la motivation sont importantes? Vers quel âge la nécessité de tels facteurs est moins requise? Donc, il y a plusieurs questions. Donc, je pige là-dedans. Rapidement, les garçons et les filles, on n'avait pas assez un gros échantillon pour séparer les garçons et les filles avec les analyses statistiques qu'on voulait faire.
Par contre, on a contrôlé le sexe dans toutes les analyses qu'on a faites. Donc, en fait, les résultats qu'on montre, c'est comme au-delà, que ce soit un gars ou une fille. Les résultats sont s'appliquent, si on veut, là. Donc, ça serait vraiment intéressant à faire, par contre, parce qu'il y a des études qui ont été faites auprès de jeunes adultes qui montrent certaines différences, mais plus, par exemple, par rapport au taux d'arrestation, qu'il serait plus élevé chez les garçons que chez les filles. Mais c'est ça, on n'avait pas assez un gros échantillon pour le faire, mais ça a été contrôlé dans les analyses, donc on l'a quand même considéré. Je vais partir de la fin parce qu'on dirait que c'est plus facile. Je vois la spécificité de la contribution des orthophonistes dans le soutien à la transition école-emploi. C'est une excellente question, une question qui peut amener une longue discussion. Donc, en fait, c'est sûr qu'il y a un aspect qu'on voit quand même que les études, le niveau d'études, le fait d'atteindre les études postsecondaires pouvait favoriser la réussite de cette transition-là. Donc, je vois premièrement un rôle des orthophonistes dans le soutien lors du parcours scolaire des jeunes qui ont un TDL, là, pour, si je veux faire une réponse courte. Donc, ça pourrait être une contribution plus spécifique. Parce qu'en fait, quand on se penche sur le rôle des habiletés langagières, elles prédisent davantage le niveau d'éducation de façon beaucoup plus efficace qu'elles peuvent prédire le niveau d'emploi. Donc, en fait, là, on a une emprise, si on veut. Puis, quand je parle des habiletés langagières, c'est particulièrement encore quand on considère les habiletés de langage écrit. Donc, je pourrais voir une spécificité ici, si on veut, des orthophonistes en lien avec le langage. Puis en fait, c'est sûr qu'il nous en reste beaucoup à connaître quand même parce que dans les études, on mesure les habiletés langagières, mais c'est sur des choses très statiques, dans le sens que c'est des tests standardisés. On n'est pas en train de mesurer les habiletés pragmatiques, on n'est pas en train de mesurer les habiletés en contexte réel. Donc, je pense que il y a tout là un enjeu de préparation aux entrevues, de préparation au fonctionnement dans le marché du travail qui peut être quelque chose de spécifique par rapport à l'orthophonie. Par contre, je pense que même si on est orthophoniste et on est au courant des concepts de la théorie de l'autodétermination, rien n'empêche qu'on l'apporte à notre équipe et qu'on amène cette réflexion-là, par exemple, dans les plans d'intervention ou dans la façon qu'on aborde les projets qu'on propose à nos jeunes. Mais je serais intéressée à en discuter plus longuement, mais ça serait peut-être ma réponse plus courte. Ensuite, une référence pour l'activité en classe langage, non. En fait, ce que j'ai donné dans les exemples à la fin, non, j'ai pas de référence. Je pourrais vous envoyer les articles qui ont été publiés après sur le site de la commission scolaire, là, mais c'est pas personnel. Si c'est quelque chose qui vous intéresse là, à faire, on avait monté des trucs, là, des documents, fait que je pourrais les envoyer. Là, ça, il n'y a pas de problème. En fait, mais Catherine Simard, peut-être je vous invite à m'envoyer un courriel, puis je pourrais en discuter avec vous. Les conseils qu'on pourrait donner aux parents pour soutenir cette transition-là. En fait, là, je vais répondre pour ce qu'on a étudié dans ce projet-là. Donc, en fait, on voit que le soutien à l'autonomie a sa pertinence par rapport à la recherche d'emploi. Et en fait, il y a d'autres équipes de recherche au Québec qui sont quand même penchées sur les adolescents et le TDL, mais plus par rapport à l'autodétermination dans l'autre conceptualisation là, de Michael Wehmeyer. Puis, en fait, les parents étaient impliqués beaucoup à soutenir le développement de cette autodétermination-là. Donc, comme parents, de soutenir cette autonomie-là, de soutenir le développement de l'autodétermination, comme en fait que le jeune doit être capable d'être au volant de sa propre vie le plus possible. Je pense que c'est quelque chose qui peut être prometteur par nos jeunes, parce que ce qu'on veut, c'est qu'ils atteignent leur plein potentiel, bien entendu, puis qu'en fait, qu'ils ne soient pas à la remorque des autres pour pouvoir vivre leur vie de jeunes adultes. Donc, en fait, les concepts que j'ai présentés de soutien à l'autonomie peuvent être discutés avec les parents, puis ça peut être quand même un défi, parce que ça veut quand même dire de laisser plus d'espace aux jeunes, de laisser aller quand même un petit peu.
Donc, je pense qu'on a aussi un rôle d'accompagnement là-dedans, tout dépendant d'où part le jeune, hein, parce qu'il y a des parents qui vont davantage soutenir l'autonomie, d'autres qui vont davantage être contrôlants par rapport à l'autonomie, je parle. Donc, à partir d'où le parent part, d'accompagner le parent dans ce soutien-là à l'autonomie, puis de l'amener à ce que son jeune développe l'autodétermination. Je pense que ça peut être un conseil général. Là, je parle de ce qu'on a présenté aujourd'hui. Il y en aurait plein d'autres, là, mais je vais me concentrer sur ce qu'on a dit aujourd'hui. Ensuite, bon, comment expliquer le rôle limité des habiletés langagières dans l'emploi? Tantôt, j'en ai parlé un petit peu, en fait. On a différentes hypothèses. Une des premières hypothèses, c'est qu'en fait, on mesure les habiletés langagières avec des tests standardisés qui peuvent être assez éloignés de ce qui est demandé sur le plan langagier dans le domaine de l'emploi. Donc, je serais vraiment curieuse de voir des études futures qui utilisent davantage des tâches pragmatiques et de voir si ces tâches-là peuvent prédire la transition école-emploi des jeunes. Donc, il y a cet aspect-là. Il y a aussi le fait que je pense que la transition école-emploi implique énormément d'obstacles environnementaux autres qui peuvent faire en sorte que ça dilue un petit peu le lien qui pourrait y avoir. C'est extrêmement complexe. Là. Donc, il pourrait y avoir cet élément de réponse-là. Voilà, mais si vous en discutez plus, là, on peut s'écrire puis y réfléchir. Là, ça me ferait plaisir parce que moi, ça me questionnait aussi. Là, tout à fait. Donc, ensuite, est-ce que je sais vers quel âge, sur le plan du développement, les facteurs externes à la motivation sont importants et vers quel âge la nécessité de tels facteurs est moins requise. Donc, par facteur externe à la motivation, est-ce que la personne pourrait préciser dans le chat ou prendre le micro juste pour être certaine que je comprends bien la question? C'est une question d'Anne-Marie. Est-ce qu'Anne-Marie est toujours avec nous? Ah, la motivation du parent versus la motivation interne du jeune. Donc, en fait, c'est sûr que, bon, la théorie de l'autodétermination, il y a des études qui sont faites sur la motivation du jeune, très petit, là, en fait, là, dès l'entrée au milieu scolaire. Mais là, on ne parle pas de jeunes qui ont un TDL. Donc, je suis un petit peu dans l'inconnu par rapport à ça. Puis, je n'ai pas nécessairement de réponse, c'est la motivation de l'un par rapport à l'autre. Par contre, ce que je peux dire, c'est que la motivation du jeune, elle est tout le temps là, puis elle a quand même son importance, mais elle va s'actualiser, bien entendu, je pense, de façon différente selon l'âge. Donc, il y a une notion comme d'accompagner, surtout quand on pense à l'autodétermination, là, Wehmeyer parle beaucoup d'une séquence développementale. Hein, donc, je ne vais pas être celui qui est au volant de ma propre vie à l'âge de 5 ans. Okay? Donc, c'est vraiment quelque chose que je dois développer progressivement. Donc, il y a cette notion-là développementale. Pour la motivation, vraiment, quand on parle de motivation autonome contrôlée, elle est là, même en première année, on peut la motiver, on peut la mesurer, deuxième année, troisième année, par rapport à des aspects, par exemple, plus scolaires. Donc, elle est toujours là. Puis, en fait, le parent, on voit qu'il y a quand même un rôle à jouer, même à l'âge adulte. Pas tant la motivation du parent, mais plus le soutien qu'il apporte à son jeune. Donc, en fait, là, je pense que ça peut être une balance entre les deux là, qui s'équilibre un petit peu avec le temps. Mais l'idée, dans le soutien à l'autonomie, c'est pas que le parent impose ce qu'il souhaite, lui, au jeune. C'est qu'il soutienne le jeune en allant avec ce que lui veut. Donc, je ne sais pas si je réponds à la question ou si vous voulez ajouter des précisions de vive voix, là. C'est ce que je donnerais pour l'instant pour cette Pascal, réponse. il y a déjà 1h05, donc oui. j'imagine que donc il faut
je dirais, conclu. Peut-être tu peux réafficher tes adresses Oui, j'ai vu courriel. ça, hein. Puis Oui. pour les PowerPoint, je vais valider avec mon équipe parce que c'est sûr qu'il y a des choses que j'ai montrées, tu sais, qui vont être publiées éventuellement. Donc, il faut quand même que je valide, là, mais possiblement qu'un résumé serait envisageable. Fait que je vais simplement me renseigner pour être sûr que Et qu'on puis, est correct. et puis, de notre côté, on va voir au niveau de la liste des participants et puis les participants qui ont des adresses courriel visibles. On peut, par exemple, vous envoyer un courriel pour vous avertir quand cet enregistrement sera disponible sur le site Internet du CRIR. Alors, merci beaucoup, Pascal, pour cette conférence pertinente et intéressante. Et voilà, donc je vous souhaite à tout le monde un bon après-midi. Merci d'avoir été là, tout le monde. Ça m'a fait vraiment plaisir. Je vous ai pas vu, là, mais je vois la discussion. Fait que merci beaucoup. Bonne journée.